Hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. C'est tout de suite. Grâce à Florence, vous n'aurez plus honte en vous pointant au prix de Diane, casquette vissée sur la tête. Elle coiffe toutes les occasions avec ses créations. Entre galeristes et sculptrices, c'est l'artiste qui prime. Laurence Bonnel est notre invitée du jour. Pour devenir un parfait écrivain, quoi de mieux qu'un repérage sur les traces des plus grands acteurs de la littérature? On se met à la page. Aiguille au bout du doigt façon Belle au bois dormant, la créatrice de Maison à Belle pique droit notre cœur avec ses créations brodées. Bon pour la tête, bon pour les yeux, le tout en version 100% française. C'est Point de Vue. Plus d'excuses pour ne pas sortir votre vieille bicyclette crevée de la cour de votre immeuble. Cyclofix vient chez vous ou même directement dans la rue pour réparer petits et gros bobos de vos vélos. Changement de selle, remplacement de la chambre à air, ils ont tout ce qu'il faut dans leur boîte à outils et arrivent en quelques clics. Il ne manquera plus qu'ils pédalent pour nous. Ambiance exploration urbaine avec la découverte du jour. Le château de Ménechet, inachevé et aujourd'hui devenu ruine, fut construit dans la région des Hauts-de-France vers 1880. Abîmé pendant la Seconde Guerre mondiale, il prend aujourd'hui des reflets fantomatiques qui donnent envie de pousser ses portes inexistantes. Sous les toits de Paris, vous trouverez quelques pigeons qui couvent, mais surtout les beaux intérieurs des Parisiens et Parisiennes. Du sol au plafond, en passant par ce petit meuble chiné en brocante et ces bougies chopées dans le dernier concept store branché, la muse Inès de la Fressange et son acolyte marin Montagu décryptent toutes les tendances pour nous. L'artiste à l'imagination sans borne, Lucien Murat, s'est associé avec Carrément Victoire pour donner un coup de peps fantasque à votre cuisine ou votre salle de bain. Une déclinaison de carreaux entre dessins d'enfants passage et œuvres contemporaines, on retrouve le bestiaire qu'il affectionne tant. Avis à tous les monstres gentils. Les chapeaux, vous trouvez ça vieillot? Détrompez-vous car il y en a pour toutes les têtes. Florence Chardinier est chapelière et nous le prouve bien. C'est dans ce tout petit atelier perché au 7e étage d'un immeuble parisien que la modiste Florence Chardini laisse libre cours à son imagination. Dans cet atelier, toutes sortes de coiffes, couronnes, turbans et autres chapeaux sur mesure voient le jour. Ce quotidien manuel et artistique était pour elle comme une évidence et l'a rattrapée après ses études d'histoire de l'art. J'ai toujours fait des choses manuelles quand j'étais enfant, quand je rentrais de l'école. Je faisais de la couture, j'avais appris toute seule, je bricolais, je faisais du cartonnage, du papier marbré, etc. Plein de choses. Et puis donc à l'issue de mes études, de ma maîtrise d'histoire de l'art, le besoin de faire un métier manuel s'est vraiment imposé. Après plusieurs formations, dont un passage à l'atelier chapeau de l'Opéra Garnier, Florence ne laisse pas passer sa chance et lance sa marque, dont l'univers poétique reflète son parcours et sa personnalité. Et je pense que le fait d'avoir été étudiante en histoire de l'art pendant quelques années, ça a aussi façonné un univers esthétique. Cet univers vaste et éclectique se manifeste aussi par les différentes techniques qu'elle utilise. Mais celle qu'elle préfère, c'est la technique de l'intuition. Et oui, Florence aime laisser ses mains et son humeur du jour la guider. Ça, c'est amusant. C'est un côté un peu guimauve, je trouve. J'aime ce côté, je trouve que c'est un peu l'essence de la création, c'est-à-dire que on est là avec ce qu'on porte ce jour-là, ce qu'on a en soi, et ça vient ou ça vient pas. Voilà, il y a aussi tout le reste de ce qu'on est qui intervient dans le processus, en fait. Moi, j'aime ce travail-là plus incertain, en fait. Et la matière qui colle le plus à sa personnalité intuitive, c'est la fibre végétale. Comme un sculpteur, elle façonne. Ce que j'aime, c'est que c'est une matière qui a un côté très sculptural, en fait. Donc, elle se présente à plat. Et en fait, on peut la travailler à main levée. Donc, c'est un travail assez sculptural, en réalité. Et surtout, c'est un travail, on ne sait jamais quel résultat on va obtenir, contrairement au travail sur le moule en bois. La fibre végétale, mais également le papier. Florence enroule et froisse le papier avant de le déplier pour lui donner la forme d'un pétale. Quand elle ne fait pas de fleurs en papier, elle les fait en soie.
Et là, son petit livre de recettes est indispensable pour créer un camélia, une rose en organza, une églantine ou encore une rose oignon. Une fois le pétale découpé et rigidifié, Florence l'humidifie et presse des petits outils préalablement chauffés pour leur donner forme. Florence est très manuelle, mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est rencontrer ses clientes. Le chapeau doit être juste par rapport à qui est la personne et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est d'arriver à saisir qui est la personne en fait. Donc j'essaye, en la faisant parler, j'essaye de comprendre quel est son univers et il s'agit d'arriver à percevoir ça et de le mettre en forme. C'est à la fois c'est de l'artisanat d'art, mais il y a cette dimension très relationnelle que j'aime avant tout. Et quand il s'agit de coller à la personnalité de sa cliente, Florence ne fait pas semblant. Un jour, j'ai eu une mère de mariée qui désapprouvait le mariage de son fils. Et elle voulait quand même un chapeau, mais elle voulait un chapeau très strict, qui soit presque un chapeau un peu cassant. L'esprit de Florence, toujours en ébullition, glane ses inspirations partout et ne prend jamais de vacances. J'aime bien continuer à penser quand je suis sur la plage et que je vois ces petits morceaux de verre polis par la mer. J'aime bien les ramasser. J'ai toujours un peu en tête une idée d'un usage. Parfois c'est une idée un peu vague, parfois une idée précise. Donc j'aime bien faire des petites collectes comme ça pendant l'été de choses variées. Des trésors qu'elle ramène de ses voyages pour des créations toujours plus instinctives. La femme aux 1000 silhouettes et 1000 facettes, c'est l'artiste Laurence Bonnel. Que ce soit dans son atelier ou sa galerie, elle est comme un poisson dans l'eau. Quand on pousse les portes de l'atelier de la sculptrice Laurence Bonnel, on pénètre dans un univers où la multiplicité des corps et des mouvements sont au centre de l'attention. Sa passion pour l'histoire de l'art et ses études de lettres à la Sorbonne l'ont menée un peu par hasard à la sculpture. Le coup de foudre est immédiat et finalement pas si anodin. Je me suis retrouvée un peu par hasard un jour dans un cours de sculpture. J'ai eu ce côté un peu jubilatoire de travailler, de mettre les mains dans la pâte. Et le professeur qui était là m'avait dit « il se passe quelque chose, c'est ton truc, ça se sent ». Mais je me suis souvenue des années après que quand j'étais toute petite, j'avais 4 ans, dans une maison de famille, je passais mes après-midi à aller chercher de la terre, la tamiser moi-même et faire des petits trucs. Donc il y avait quand même ce truc-là de la matière. Laurence travaille sur des pièces de tailles différentes, passant du petit au gigantesque, avec des pièces pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Et ce contact avec la matière, Laurence l'explore jusqu'à atteindre un état presque méditatif. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de perte de conscience. C'est-à-dire, je suis en train de faire, mais le cerveau est complètement déconnecté, comme une sorte de méditation. Et quand je reprends, je vais dire, le contact avec moi-même, je ne sais pas, ça peut durer une demi-heure, un quart d'heure, 1 heure, ça dépend. J'essaie une espèce de distanciation en disant mais est-ce que j'ai pas fait des bêtises, est-ce que je suis pas allée trop loin, et en général au contraire c'est des moments où le geste a été tellement précis et tellement très connecté à la pièce plutôt, et ça c'est mes moments préférés en fait. J'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment, de faire la bonne chose. Et il est parfois difficile de savoir où et quand s'arrêter. Mais avant d'en arriver là, il y a plusieurs étapes à respecter. Pour ses silhouettes, Laurence fait plusieurs croquis au fusain. Une fois satisfaite, elle commence à reproduire son dessin sur de la cire qu'elle taille méticuleusement au couteau, puis rajoute un peu de matière. Je rajoute un peu, par exemple, les fesses, où je creuse le dos pour faire un petit peu plus de volume, pour que la matière du bronze ensuite soit un peu plus moins lisse que ça. Ce qui me permet d'avoir des patines plus intéressantes aussi. Car ce qu'elle a entre les mains, c'est comme une maquette qui deviendra un moule où la fonderie fera couler le bronze. Pour ces personnes en mouvement qui sont souvent de grande taille, Laurence allie le savoir-faire de la main et des nouvelles technologies. Elle choisit une personne qui pose pour elle, la dessine, et une machine taille dans un grand bloc de résine, puis Laurence intervient sur les finitions.
j'utilise la nouvelle technologie à la base pour arriver à ce rendu de duplication parfaite. Mais après, la main est indispensable pour avoir, déjà juste pour donner une âme à la pièce, je pense que ça fait une vraie différence. Ici aussi, c'est le même processus que pour les silhouettes. Laurence travaille la maquette qui deviendra un moule prêt à réceptionner le bronze ou le matériau choisi. Si vous avez l'impression que Laurence est à l'aise quand il s'agit de parler de son travail, c'est tout le contraire. Quand on parle de mon travail, on rentre dans l'intime et c'est beaucoup plus compliqué pour moi. J'aurais envie que les œuvres parlent d'elles-mêmes, ce qui n'est peut-être pas forcément toujours le cas, mais c'est vrai que c'est pour moi quelque chose de très compliqué de parler de mon travail, alors que j'adore parler du travail des autres. Donc c'est vrai qu'à la galerie, c'est beaucoup plus simple. À la galerie, oui, vous avez bien entendu. La duplicité des œuvres de Laurence se retrouve aussi dans sa personnalité, car elle est artiste, mais également galeriste. Elle y expose des artistes triés sur le volet. J'avais beaucoup de mal à supporter les périodes de creux après une exposition où il fallait travailler un peu dans le vide, entre guillemets. Et donc, je me suis dit pourquoi pas ouvrir une galerie et défendre le travail d'autres personnes que j'aime et que j'aimerais faire partager. Et c'est grâce à cette envie de partage que le collectionneur Emmanuel Sauvage a repéré le travail de Laurence dans sa première galerie au Puce de Saint-Ouen en 2004. Le travail de Laurence, c'était... Pour moi, c'est ça au départ. C'est devenu une évolution de plein d'autres choses aujourd'hui. C'est à la fois la finesse, le geste, on trouve même le regard dans ces statues. La duplicité de Laurence prouve qu'artistes et galeristes ne sont pas antinomiques et que ses œuvres et ses envies qui défient parfois la pesanteur peuvent être bien ancrées au sol. Bonjour Laurence. Bonjour Catherine. Vous réunissez deux métiers. Vous êtes artiste, quelqu'un qui est habité, passionné par son métier, et puis vous êtes galeriste, vous mettez en valeur le travail des autres. C'est quelque chose qui n'est pas commun. C'est assez peu commun. On dit qu'en général, on n'a pas le temps de faire les deux, mais comme je suis très passionnée, je veux lâcher ni l'un ni l'autre. On va d'abord parler de Laurence, l'artiste. Votre vocation n'est pas née tout de suite. Vous avez fait des lettres, vous avez toujours dessiné. À quel moment s'est déclenchée la passion pour la matière ? Ça s'est déclenché vers 20 ans. J'ai arrêté en fait de faire des lettres et puis j'avais une année un peu sabbatique, on va dire. Je suis allée prendre un cours de sculpture et au premier cours... Vous avez su, c'est ça que je veux faire. Au cœur de toutes vos œuvres est l'humain. Peut-être une certaine fragilité, un mouvement, en tout cas une émotion très forte qui se dégage. Comment est-ce que vous pourriez les définir ? C'est très difficile de définir, mais j'ai toujours été effectivement attirée par le travail sur l'humain, la fragilité effectivement, la mise en abîme de l'humain, le fait de pouvoir le regarder de différents endroits et en même temps le côté... l'humain un peu déshumanisé aussi, ce qui ne se voit peut-être pas au premier abord dans toutes les œuvres. Et il y a aussi un travail, je trouve, très marqué sur le mouvement. Un moment donné où le mouvement peut basculer, où c'est juste le point où il tient encore. Parfois, vos personnages se dégagent d'un bloc, où ils risquent de tomber, ils sont courbés. Le mouvement, c'est quelque chose de très important. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai fait poser 2 danseuses différentes. Et il y en a une qui a vraiment été enfin les deux d'ailleurs, ont été au point vraiment de rupture de leur corps. C'est-à-dire que plus, c'était pas possible. Et que pour tenir la pose, le temps qu'on fasse les photos, etc., les dessins, il y en a une qui a fini et qui s'est même fait mal parce qu'elle est allée trop loin en fait, dans la posture. Alors une fois que vos œuvres sont terminées, il faut les lâcher. On a passé, j'imagine, beaucoup d'heures avec eux. Est-ce que c'est facile toujours ? Est-ce que vous venez les voir ? Est-ce que vous les positionnez vous-même ? Est-ce que vous allez les voir dans quelques années pour voir comment ils ont évolué ? Alors, par exemple, à Singapour, où j'ai fait la plus grosse installation, il y avait 16 sculptures de 3 mètres. Et une fois que ça a été fait, c'est comme si je me suis assise, j'ai regardé, j'avais l'impression que ce n'est pas moi qui avais fait ça. C'est une espèce de distanciation qui s'est faite d'un coup. Donc vous vous détachez quand même assez facilement ? Maintenant, oui, au début, moins. Maintenant, un peu plus, ouais. Parce que je pense toujours à l'œuvre d'après, et donc chaque projet est très excitant, et donc il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose.
Laurence, il y a quelques années, donc, vous avez ouvert une galerie d'abord au Puce de Saint-Ouen pour mettre en valeur d'autres artistes. Comment les choisissez-vous ? C'est très intuitif. Il faut que j'ai le coup de cœur pour leur travail et il faut aussi que j'ai le coup de cœur humain pour l'artiste. Quel est le concept de la galerie ? La galerie, c'est travailler sur le matériau. Donc on en revient quand même un peu côté matière. Le savoir-faire, très très important. Chaque artiste qui est représenté à la galerie fait soit toute son œuvre lui-même, soit en partie, mais il ne fait pas un dessin, il délègue pas. Et je trouve que c'est important parce que dans un processus de création, ça peut amener quelque chose d'un peu différent. Pour vous, il est très important, donc, avec le travail que vous faites en tant que galeriste, notamment d'ouvrir l'art au plus grand nombre. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs une exposition avec un peintre en janvier où justement, lui, il veut vraiment que... Alors l'art vient la vie vient dans sa peinture, mais il veut également que sa peinture aille dans la vie, c'est-à-dire qu'elle soit accessible au plus grand nombre, ou en tout cas que les gens n'aient pas l'impression que ce soit dans un white cube et que ce soit quelque chose d'inatteignable. Donc l'art, c'est pour tout le monde ? L'art, c'est pour tout le monde, oui. Merci Laurence. Merci Catherine. De la maison de Boris Vian au banc d'un cours d'écriture, voici un repérage qui va faire couler beaucoup d'encre. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et fouillé le patrimoine littéraire de la capitale à la découverte du Paris des écrivains. Pour les amoureux des lettres, Paris regorge de lieux de mémoire ou de pèlerinage à la rencontre des grands auteurs. En tête d'affiche, les maisons d'écrivains. Derrière le Moulin Rouge se niche la dernière demeure de Boris Vian et de sa compagne Ursula. Ici, le temps semble s'être arrêté sur les livres, les disques, les objets de leur quotidien. Alors, vous avez ces deux petits personnages merveilleux que Boris et Ursula affectionnaient particulièrement, qui n'étaient ni plus ni moins que Colin et Chloé. Et alors, ce qu'ils aimaient beaucoup, parce qu'ils étaient très amoureux, Boris et Ursula. Alors, ils voyaient aussi Colin et Chloé tellement amoureux qu'ils se cherchaient et se recherchaient. J'y touche pas souvent parce que j'ai très peur que les aimants ne fonctionnent plus, en fait. Il y a 40 ans, Nicole s'est liée d'amitié avec la veuve de Boris Vian. Depuis, elle habite ici et prend soin de son héritage culturel. Mais dans cet appartement, on n'entre pas si facilement. Il faut écrire une lettre pour expliquer pourquoi on tient tant à découvrir ce lieu. Résultat, une visite intime qui ne laisse personne indifférent. J'ai vu une jeune noire américaine venir de New York pour venir voir qui était ce mec-là, comme elle l'a si bien dit, et se mettre totalement à pleurer. J'ai vu beaucoup de gens produire une émotion ultime. C'est peut-être ça la chose qui se reproduit toujours et encore, parce que cette maison, elle a été faite que de briques et de broc, et de beaucoup de partage, et de beaucoup d'amour, et de beaucoup d'échanges. Près de 50 ans après sa disparition, l'auteur de L'écume des jours et de l'Arrache-cœur semble toujours un peu présent entre ces quatre murs. Ne serait-ce que pour la maîtresse des lieux et les visiteurs passionnés. Le Paris des écrivains, c'est aussi une foule de cafés littéraires, le Flore, le Procope, la Closerie des Lilas ou encore les Deux Magots. D'abord magasin de nouveautés, puis de vin et de liqueurs. Le café tel qu'on le connaît aujourd'hui est né en 1914. À l'époque, Saint-Germain-des-Prés devient un point culturel central à Paris avec l'installation de plusieurs maisons d'édition dans le quartier. Apollinaire, Gide, Malraux, Picasso, Éluard, puis Sartre, Beauvoir ou encore Hemingway. En plus d'un siècle, des dizaines d'artistes et intellectuels ont foulé ce lieu. Habitués ou de passage, ils ont fait de ce café très chic un rendez-vous mythique. Aujourd'hui, le café reste le repère de certains écrivains et 2 prix littéraires y sont décernés chaque année. Et si c'était à votre tour ? À Paris fleurissent quelques écoles d'écriture pour les plumes débutantes et les auteurs de demain. Rue Dante, ça ne s'invente pas, l'école Les Mots dispense des cours d'écriture depuis 2017. Ici, les professeurs sont des auteurs publiés, comme Chloé Delhomme. J'aime beaucoup l'idée qu'on puisse pratiquer collectivement la littérature. Et avec les ateliers, ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme des gens qui joueraient de la musique et qui viendraient faire un bœuf. On a la possibilité d'écrire en groupe, de créer une dynamique de groupe et du coup d'aller un petit peu plus loin en prenant surtout beaucoup de plaisir.
L'école est née pour réinventer la tradition des cafés littéraires et proposer un nouvel espace de transmission. Avec une trentaine d'ateliers pour apprendre à construire une histoire ou développer son style, elle ne promet pas forcément l'écriture d'un best-seller, mais des outils et des techniques pour trouver sa voie. Écrire, ça s'apprend, ça s'entraîne, c'est un artisanat. D'ailleurs, les écrivains progressent. Certaines personnes vont suivre 1, 2, 3, 4, 5 ateliers et finalement réunir une matière qui devient un roman. Et on a plusieurs personnes, plusieurs élèves participants de l'école qui en fait vont publier leur livre là à la rentrée 2019. 1500 élèves ont déjà sauté le pas et l'école compte bien se développer. Alors si vous rêviez de la vie d'auteur, vous pourriez bien la trouver dans les rues de Paris. Au bout du fil aujourd'hui, c'est Belinda de Maison Abel. Elle nous livre les secrets de confection de ses broches et autres broderies. Les aiguilles dansent, les fils s'en mêlent sous l'agitation des petites mains de Belinda. La jeune femme n'a pourtant pas toujours eu les doigts dans la broderie. Petite, elle aimait les arts plastiques, mais à l'âge adulte, c'est le 7e art qu'elle a choisi. J'ai commencé à produire des films, des courts, des longs métrages. Et puis un jour, j'ai commencé à m'ennuyer et le besoin de fabriquer des choses de nouveau était très fort. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais j'ai bien réfléchi et je me suis lancée. Et je me suis dit, j'arrête, je tente ma chance parce que c'est maintenant. Petit à petit, elle découvre ce qu'elle a construit pour tisser sa nouvelle vie. Depuis toujours, l'univers du textile l'intrigue. Elle décide donc de suivre des formations. J'étais en train d'apprendre la couture, je brodais pour mon plaisir. J'ai commencé à faire des broches pour mes copines, des trucs pas très jolis, mais enfin bon, elle trouvait ça joli. Et en fait, je passais beaucoup de temps à broder le soir. J'ai eu un moment où j'ai vécu une expérience très difficile dans ma vie personnelle. Et en fait, la broderie a été une espèce de soutien énorme à ce moment-là. J'avais besoin de broder tout le temps. C'était un peu mon espèce de refuge. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça, que je pouvais passer mes 3 jours à broder sans m'arrêter, que j'avais plein d'idées. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, il faut continuer là d'explorer ce truc-là, parce qu'en fait, il est là et voilà. Au bout de quelques mois, la broderie devient le fil conducteur de son quotidien. Belinda découvre un monde nouveau dans lequel elle aime se réfugier. Je me sens bien, il n'y a plus du tout de temps. C'est temporellement un endroit, un moment où je suis dans ma bulle. Et c'est un moment où je suis bien, c'est un moment où je suis pleine d'idées et en même temps, on est hors du monde, on est coupé de toute cette folie et en même temps j'ai plein d'idées. Enfin, en fait, le fait de travailler et de broder me donne plein d'idées et du coup, je suis dans une bulle, je suis trop bien. 1 an après sa première formation, l'aventure commence véritablement pour la brodeuse. J'ai lancé ma marque assez rapidement parce qu'en fait, je suis tombée enceinte et je savais que j'avais ce projet, mais c'était au moment où c'était pas encore très précis. Et je me suis dit, je vais tout mettre en place maintenant. J'ai créé le site, j'ai créé la marque avant d'avoir un bébé et en fait, après, j'ai eu Paula et c'était beaucoup plus facile pour démarrer en fait derrière parce que tout était installé. Belinda imagine alors tout un univers enchanté fait de broderies d'or. J'essaye d'aller vers des motifs un peu banals en fait, quelque chose qu'on va pas regarder et du coup avec la broderie d'or lui apporter un truc graphique, une espèce de mise en lumière qui le rend un peu fantastique. C'est des inspirations qui sont assez communes à pas mal de personnes, à savoir, là pour l'instant c'est beaucoup la nature, donc j'ai fait une collection sur le potager. Je vais faire une huître parce que l'huître, en fait, elle est venue de ma meilleure amie qui est une fan d'huîtres et vous me dit un jour, je veux une broche huître et je dis, ah mais c'est génial, on va faire une huître toutes les deux et en fait, c'est devenu une huître sacrée et en fait, c'est voilà, regarder des petits éléments dans la nature et se les approprier et se dire, tiens, je vais en faire un motif un peu fantastique. Belinda a choisi la broche en espérant que le plus grand nombre puisse porter de la broderie d'art. C'est assez cher quand même, mais ça reste accessible et du coup, on peut s'offrir un objet un peu singulier. Et après, ce que j'adore dans la broche, c'est qu'on peut la mettre partout, qu'on peut s'amuser et qu'en fait, d'une tenue très simple, on peut s'amuser à changer de look.
Broderie sur vêtements, pièces d'art brodées, Belinda a des projets plein les mains et n'a pas fini de dérouler sa pelote de fil d'or. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. Et en attendant, restez chic, toujours. Bye!